Bonjour à toutes et à tous, c'est Hermès, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon début de semaine. On va parler Bitcoin aujourd'hui, on va reparler aussi du S&P hors inflation et du Nasdaq hors inflation. Je voulais vous montrer des choses très intéressantes, notamment en mensuel. Il ne va pas se passer grand chose, je pense, sur les marchés, malgré la réunion surprise de la Fed. Je me suis rendu compte que tous les membres du FOMC ne seraient pas présents. Donc en fait, en prenant un peu de réflexion, je pense qu'il ne va pas se passer grand chose. Peut-être une réévaluation des taux à 0,25 ou 0,50%, c'est pas complètement délirant, même si ce serait quand même assez étonnant. Je pense qu'il va probablement pas se passer grand chose. Peut-être que je me trompe, mais on le saura demain matin quand vous écouterez cette vidéo, car vous l'aurez à 7h du matin. On parlera Bitcoin également, on parlera aussi de la petite news par rapport à un éventuellement conflit en Ukraine avec la Russie et l'Occident. Est-ce que ça va dumper? Est-ce que ça va pumper? J'aimerais qu'on en discute très rapidement. Et en fait, les deux cas sont possibles. Et on finira par une petite news qui a été passée le mois dernier par rapport à la Turquie. Et ça peut nous faire une jolie transition avec ce qui est en train de se passer en ce moment. On en parle maintenant. Mais avant de commencer, je vous invite bien évidemment à rejoindre le Discord des rois du marché. Le lien sera dans la description des plus de 5000 membres aujourd'hui. À s'échanger, à partager nos expériences et nos connaissances et gommer ou infirmer nos billets psychologiques et transformer ces billets en billets de confirmation. Vous y trouverez également à l'intérieur une documentation d'une stratégie qu'on utilise et que moi j'utilise depuis plusieurs années qui m'offre d'excellents résultats sur les moyens long terme. Ça s'appelle la stratégie des 4 rois. Je vous l'offre gratuitement. N'hésitez pas à la télécharger. C'est une dizaine de pages. Ça se lit très facilement. Vous pouvez, pourquoi pas, vous en imprégner, vous en inspirer pour que vous aussi, vous puissiez trouver votre propre style d'investissement, que ce soit sur le court terme, moyen, long terme ou très long terme. Côté Bitcoin, je voulais qu'on prenne du recul, je voulais qu'on passe en mensuel. C'est rare qu'on le fasse, mais c'est toujours très intéressant de le faire pour essayer de se dire, mais on se trouve où actuellement ? Et on avait fait un petit exercice il y a quelques semaines par rapport à des clôtures de bougies du mois de janvier lorsqu'elles étaient rouges. Et bien généralement, dans 80% des cas, voire quasiment 100% des cas, la bougie du mois de février était bleue ou était verte pour vous. En somme, il est très probable, comme ça je vous le dis tout de suite et je me mouille, dès le début du mois, enfin le milieu du mois, on est le 14, joyeux Saint-Valentin tous, mais la vidéo sera demain, en dessous des 38 500 $. Ok, donc il est très peu probable qu'on clôture le mois de février en dessous des 38 500 $. Dès lors, il est intéressant de positionner des achats pour ceux éventuellement qui veulent investir un peu en mode dollar cost average sur le Bitcoin, d'encadrer des achats clairement dans ces mèches jusqu'aux 29 000 $. Ça peut être très intéressant. Pourquoi? Puisqu'il est quand même relativement peu probable qu'on vienne clôturer en dessous en fait dans ce carré bleu. Voilà, c'est une forte probabilité. J'aime bien aussi vous positionner en 14 jours parce qu'on voit des choses qui sont très intéressantes. Et on a tendance à dire, on a les vendeurs sur la tête, ils nous écrasent la tête, on est en train de suffoquer, etc. Alors, pas du tout en fait. On n'est plus du tout en train de suffoquer, puisque depuis 2 semaines, on a déjà repris quasiment 20%, et on n'est plus du tout la tête sous l'eau au niveau des acheteurs, je parle. Les acheteurs n'ont plus du tout la tête sous l'eau. C'est plutôt les vendeurs qui sont en train de serrer les dents, et on voit beaucoup de clôtures actuellement, j'en ai parlé dans la vidéo d'hier, par rapport à des positions de vente à découvert qui sont en train de se clôturer relativement massivement. Ce qui en fait déséquilibre ce ratio entre les comptes qui sont plutôt en position de longue, donc plutôt à l'achat, par rapport aux vendeurs. Bah oui, si les vendeurs clôturent leur position, et bah automatiquement le ratio de comptes entre les vendeurs et les acheteurs se déséquilibre un peu, et on s'est rendu compte qu'il y avait à peu près 62% d'acheteurs et 40% de comptes en vente, plutôt dirigés à la vente. Ça, c'est une première chose. Je vais vous poser en fait 2 carrés très simples. Ça permet en fait de voir et d'essayer de se situer où est-ce qu'on est actuellement. Je vous mets un premier gros carré. Ça, c'est pour moi des carrés de réaccumulation. Vous voyez qu'on était parti et on avait réaccumulé et fait un magnifique W weekly ici. Formidable. Excellent. Tout va bien. On repart, nouveau sommet. Et derrière, on revient en fait dans ce gros carré. Et on voit qu'il y a de l'achat. Regardez, on n'est pas resté un mois dans ce carré-là. Même pas un mois. On n'a même pas clôturé ici. Derrière, on revient dedans. Et là, on dit, ok, sauf qu'il peut Bitcoin à 20 000 ou Bitcoin à 30 000. On va racheter du Bitcoin à 30 000. On n'y est pas allé, bien évidemment. Et puis derrière, on reclôture au-dessus de ce gros carré. Donc, en fait, tous les acheteurs qui sont dans ce carré-là n'ont, à l'heure où je vous parle, plus la tête sous l'eau. Ils n'ont plus la tête sous l'eau. Vous allez me dire, oui, mais les vendeurs, ils ont gagné. Ils sont en train de gagner. En réalité, non. Les vendeurs, ils ne sont pas en train de gagner. Parce qu'on les a explosés, en fait, les vendeurs précédemment. Je vous refais un carré et je vais faire rouge cette fois-ci. Et je vous montre pourquoi et je vous explique pourquoi les vendeurs, en fait, ont déjà perdu depuis longtemps. Et qu'on aura besoin quand même de ces nouveaux vendeurs pour pouvoir insuffler éventuellement un énorme short squeeze pour repartir vers le nord. En réalité,
on a compris, on a analysé une zone de distribution ici. Pourquoi? Parce qu'on a eu une résolution. On a eu la résolution de ce range sur des nouveaux sommets par le bas, par le sud, avec une clôture, et une clôture puissante de cette bougie, et une bougie qui a fait très très mal. En 14 jours, je suis bien dans 14 jours, on est passé au plus haut de 59 500 $, au plus bas exactement moins 50%. J'annonce, tous les leviers x2 qui avaient acheté le top sont morts, ils sont partis. C'est beaucoup de liquidation. De mémoire, on avait vu ça, c'était 16 milliards de liquidation, ou 10 milliards, ou 16 milliards, je ne sais plus sur l'intégralité des exchanges, je crois que c'est 16 milliards, sur l'intégralité des cryptoactifs sur l'open interest, mais du market total, 16 milliards, boum, liquidé. Bonsoir. En somme, actuellement, les vendeurs sont où? Les vendeurs, ils sont plus là puisqu'ils sont déjà sortis. Donc c'est beaucoup plus simple d'accentuer et de reformer des phases d'accumulation quand il n'y a plus de vendeurs. Quand il n'y a plus d'acheteurs, pardon. D'accord? Ensuite, les vendeurs, ils sont où? Je bifurque. C'est bien les vendeurs qu'on a dégommés. En fait, c'est bien les acheteurs qu'on a dégommés ici. C'est beaucoup plus facile de faire des structures de réaccumulation et de retournement de tendance lorsqu'il n'y a plus d'acheteurs dans ce train. C'est bien là qu'on a explosé les acheteurs. Mais par contre, derrière, on a explosé les vendeurs. Pourquoi on a explosé les vendeurs? J'efface tout. Parce qu'ils étaient là, les vendeurs. Ok? Ils étaient là. Et derrière, on est parti les dégommer. Bon, alors il y a qui maintenant dans ce train? Il n'y a plus d'acheteurs, mais il n'y a plus de vendeurs. Bon, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'on fait en réalité maintenant? On regarde dans le rétro et on se dit, mais quelle est la tendance? Car la tendance est toujours notre ami. Et la tendance de fond est toujours haussière jusqu'à preuve du contraire. C'est assez simple et coordonné. On a dégommé les acheteurs avec cette énorme mèche, on a dégommé les vendeurs avec cette énorme remontada de l'espoir, et qu'on est même venu chercher ses précédents poches de liquidité. En somme, il est beaucoup plus simple de faire crasher un marché lorsqu'il n'y a plus de vendeurs, et c'est beaucoup plus simple de faire pumper un marché lorsqu'il n'y a plus d'acheteurs. Voilà, tout simplement. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On suit tout simplement la tendance. La tendance est haussière. Donc jusqu'à preuve du contraire, et tant qu'on ne vient pas clôturer, je le dis très régulièrement, en dessous des 29 500 $, la tendance est haussière. Mais c'était juste pour vous dire que actuellement, les acheteurs n'ont plus la tête sous l'eau. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Je ne dis pas qu'on ne peut pas venir sur les 37 000, 36 000 ou aller mécher aux alentours des 33 000 $, voire en dessous. Je ne dis pas du tout le contraire. Je dis juste qu'une clôture en dessous des 38 000 ou 38 000 $ est peu probable. Deuxième biais psychologique, pourquoi je dis ça? C'est qu'actuellement, au niveau de mes options, j'ai remarqué que sur le mois de février, il y avait en fait un market price aux alentours des 41 000 $. En somme, là où il y a le plus de perdants sur les dérivés au niveau des options d'acheteurs et de vendeurs sur les options, donc sur les dérivés au 25 février 2022, c'est plutôt en faveur, pour essayer de faire sortir un maximum de personnes, la faveur de prix serait plutôt aux alentours des 41 000 $. Pour le mois de mars, il y en a un petit peu plus au niveau des options, mais c'est 42 000 $ au niveau du Max Express. 52 000, c'est beaucoup quand même en open interest, même si on avait plus du double au 31 décembre 2021 et qu'on n'a pas fait gagner tous les acheteurs, mais on est pile allé dans le Market Express ou très légèrement en dessous du Max Express au 31 décembre 2021. C'était extrêmement intéressant de le rappeler. Également, il y a une trendline que j'avais envie de vous tracer, qui était beaucoup revenue en fait il y a quelques temps, ou c'était il y a quelques années. C'était cette espèce de trendline que beaucoup s'étaient accordés à dire que c'est la trendline qui allait nous sauver ou je sais pas quoi. Je me rappelle plus très bien de ce qu'on avait dit à ce moment-là. Voilà, c'était clairement, voilà, celle-ci. Elle était revenue, mais tellement de fois, cette trendline, et qu'on disait, regardez le cours, il s'est pile arrêté dessus au niveau du Black Swan. Là, c'était un Black Swan, une capitulation. On avait transpercé les lots, on avait reclôturé très haut d'ailleurs, sur les 7 700 $. On était à 14 jours, c'était quand même assez incroyable. Et d'ailleurs, on est pile venu quasiment se garer juste ici sur cette mèche-là. Et cette mèche-là, cette trendline-là, je vais la copier-coller et je vais la placer tout en haut par rapport à une nouvelle phase en fait au niveau du déplacement de la valeur du Bitcoin. Parce qu'il faut s'en rendre compte, le Bitcoin, la valeur du Bitcoin s'est complètement déplacée. Je vais me la placer juste ici au niveau de mes précédentes mèches. Mais regardez à quel point c'est chirurgical. Je la mets ici, c'est revenu une fois quasiment là et on n'est pas revenu encore méché sur cette mèche-là. En somme, est-ce que vous pensez qu'il est probable qu'on refasse à peu près la même chose qu'ici et finalement qu'on ne vienne jamais retester cette trendline? C'est très intéressant, hein. Je trouve ça très intéressant à quel point on a en fait complètement déplacé la valeur de là à de là, comme ça, tout simplement. On a complètement déplacé cette valeur.
haussier, et pourquoi pas haussier. Voilà, je voulais juste vous montrer ça, comme quoi des espèces de zones de résistance, etc. peuvent être intéressantes. Par contre, ça ne veut pas dire qu'on ne viendra pas la chercher, ça veut aussi dire que juste sur ces niveaux de prix, il y a un énorme cluster d'acheteurs, toujours sur OKEx, qui attendent patiemment. Voilà, c'est assez impressionnant sur les 29 634 $. Ils sont là depuis longtemps maintenant, hein, depuis juillet dernier. Ça fait plus de 6, 7, 8 mois maintenant qu'ils y sont et qui attendent avec leurs ordres. Il y a à peu près 1,5 milliard là qui attendent sur les 29 800, 30 000, 29 600. Est-ce qu'on ira? Est-ce qu'on n'ira pas? Je ne sais pas. Actuellement, le plus probable dans cette tendance de fond qui est baissière, même si la dynamique interne est de revenus haussière, tant qu'on ne casse pas le premier arrêt, le plus probable c'est de faire un nouveau plus bas. Et pourquoi pas aller chercher ces zones des positions d'acheteurs en fait sur OKEx qui sont positionnées sur les marchés notamment asiatiques. Donc le plus simple à faire si on a envie en fait d'investir dans le Bitcoin, c'est assez simple. On peut très bien se positionner un tout petit ordre dans ces mèches là. Moi, j'attends, hein, j'ai des ordres qui sont positionnés juste ici, là, sur les 30... s'il revient à 39 000, 40 000, c'est ma target. Je vous l'avais dit, une target dans les prochains jours par rapport à des clusters de liquidation, notamment d'acheteurs un peu trop agressifs. Je pense qu'on va aller les chercher, pour être tout à fait honnête avec vous. Je peux me tromper, bien évidemment, mais c'est pas complètement délirant ce que je dis. Avec l'expérience, ça revient relativement assez régulièrement. Mais néanmoins, éventuellement encadrer des achats un peu à l'aveugle là-dedans, en dollar cost average, ici, pourquoi pas ici, et derrière, dans toute la descente, en cas de retour du bear market, doubler ou tripler notre position dans un énorme structure de retournement, mais là je parle dans plusieurs mois, ok, c'est pas complètement fou. Bien sûr, ne jamais se mettre all-in. Ça, c'était côté Bitcoin. Je voulais vraiment qu'on prenne du recul pour vous dire qu'aujourd'hui, non, les acheteurs n'ont plus la tête sous l'eau. En fait, ils ont repris la main. Il faut, voilà, j'ai envie de la tester, même si à court terme, on peut refaire des retracements, etc. À long terme, je ne m'en suis jamais caché. Pour moi, on est parfaitement haussier. Depuis que j'ai créé la chaîne, je suis haussier sur le Bitcoin, puisqu'on n'est pas venu encore clôturer en dessous des précédents lots. Et c'est pareil sur les altcoins, hein. Et je vous dis, je me suis un petit peu désolidarisé de certaines altcoins comme Firo par exemple, où j'ai arbitré sur LSK, parce qu'on avait cassé les précédents lots. Donc on a remis la dynamique de fond long terme en jeu, même si je peux me tromper et que Firo peut repartir à la lune, j'ai préféré arbitrer sur d'autres cryptoactifs qui n'avaient pas en fait, elles, cassé ces précédents lots. J'en parlerai demain d'un top 10 des membres, vous êtes nombreux à m'avoir demandé des cryptoactifs. Ça c'était la première chose. Deuxième chose, on part sur une S&P 500. On en a un peu parlé hier, mais j'aimerais vraiment vous reparler du S&P 500, mais hors inflation, si on enlève cet énorme billet psychologique qu'on a sur l'impression monétaire, sur ces milliards et milliards de dollars qui sont imprimés gratuitement, enfin on pense que c'est gratuitement, mais en fait c'est de l'argent qui est levé sur les marchés financiers, donc chaque billet de dollars ou billet d'euros qui est créé a en fait un collatéral de dette en face. Très simple. On ne crée pas de la monnaie à partir de rien. La monnaie qui est créée est toujours sur un collatéral pour lever de la dette sur les marchés financiers. Je ne dis pas qu'on peut continuer, que ce n'est pas très rationnel de continuer à imprimer des billets pour lever de la dette sur les marchés financiers et qui va dépasser aujourd'hui en France notamment les plus de 125 ou 126% du PIB, ou aux États-Unis plus de, je ne sais plus trop combien, 111, je sais plus combien c'est aux États-Unis, ou 250% au Japon par exemple. Je ne dis pas que c'est une bonne chose, je dis juste que on ne crée pas de la monnaie comme du papier toilette, c'est pas vrai. À chaque fois, il y a un collatéral en face, puisque c'est de l'argent qui est levé sur les marchés financiers depuis maintenant les accords d'ailleurs de mémoire de Bretton Woods depuis 1973. Je pense que les États lèvent de l'argent sur les marchés depuis 1973. Je peux me tromper, mettez-le si je me trompe dans les commentaires, bien évidemment. Au niveau de la date, je prends en fait le S&P 500, je divise par M2 pour me donner en fait le graphique du S&P, des 500 plus grosses capitalisations américaines, mais sans l'impression monétaire. C'est très intéressant ce qu'on voit, c'est très intéressant. Par contre, je vais pas être content, je vais pas être sympa. Je vais passer en mensuel, et en réalité, oui d'ailleurs au niveau de la réunion de la Fed, il n'y a jamais eu de crack boursier avec l'augmentation des taux. Enfin, les taux n'est pas une news en fait dévastatrice par rapport à un crack financier. C'est faux. Hein, c'est complètement faux. Ça n'existe pas en fait les cracks financiers. Enfin, de mémoire, je n'ai jamais vu un crack financier s'engendrer par rapport à une remontée des taux de la Fed ou des taux directeurs de n'importe quelle institution. Ça n'existe pas. On prend les trois dernières grosses crises qu'on a connues sur les 20 dernières années. La première, c'est la bulle de dot-com. Vous y conviendrez, on était parti relativement haut en besogne. On en est loin encore. La deuxième, c'était en 2008, crise des subprimes.
parfaitement. Je rappelle également que tant qu'on ne vient pas casser le premier arrêt, le plus probable, qu'est-ce que c'est? Pardon, c'est de faire un nouveau plus bas. Ça n'a pas loupé. Je rappelle que je suis sur le graphique du S&P 500, hors inflation, hors impression monétaire. Ça, c'était la deuxième grosse crise. La troisième, entre guillemets, crise, mais c'est plutôt Black Swan. Parce que là, il n'y avait aucune structure, il n'y avait rien. C'est parti en VTOB et ça a très très vite été ravalé. C'était en mars 2020. Covid. Et ici, on est en train de passer un truc, on dit c'est difficile le marché. Le marché est difficile. Malgré tous ces milliards et ces liquidités qu'il y a sur le marché, le S&P 500 hors inflation tire la tronche. Aïe, la réelle valeur, je parle du S&P 500. Bon. Je vous montre 3 choses et comme ça, soit on confirme un billet psychologique, donc on le transforme en billet de confirmation, soit on s'en crée un nouveau. Bulle.com. C'est parti. Nous avons eu juste ici, je vous passe en linéaire, regardez, un M-top en mensuel, je suis bien en mensuel, un W d'ailleurs qui est piégé dans un M-top, c'est la pire figure qui soit. Ici, je n'en avais pas, ici, je n'en avais pas, ici, j'en avais pas, ici, j'en avais pas, ici, j'en ai un. M-top, retournement brutal, crack des dot-com. Ok, on vous a dit, les gars, c'est maintenant qu'il faut se barrer. Et lorsqu'on dit et qu'on donne une structure en M-top, il faut se barrer. Ensuite, on réaccumule, on transforme en fait un énorme W en mensuel, on reconsolide. C'est hors inflation. Il peut y avoir beaucoup d'impression monétaire qui fait exploser le S&P, je ne dis pas le contraire. Hein. D'accord ? Derrière, on a une nouvelle figure chartiste en M-top, en mensuel, clôturé. Pullback juste au niveau de la ligne de coup, à quel point c'est chirurgical, nos fibos, sans déconner. Ici, regardez à quel point c'est beau. Vous avez une ligne de coup d'un précédent M-top en mensuel. Hein. Il est parfaitement confirmé, ce M-top. On ne va pas chercher la mèche au-dessus. Pullback, dégringolade. On vous a dit, ici, en 2008, pour tous ceux qui étaient, si vous connaissez des gens qui étaient, on vient de faire une structure de retournement sur le très long terme, hors inflation, sur le S&P 500. Prenez vos bagages et cassez-vous. On nous l'a dit. C'était ici, là. On nous a dit, barrez-vous. Bon. Beaucoup sont restés. Beaucoup y croyaient. Crise et subprime, chute des capitaux, problème de liquidité. C'est pas une question de taux directeur. C'est juste que les banques ne voulaient plus se passer, prêter de l'argent, puisque en fait, on était dans le pic de ce qu'on appelait à l'époque la titrisation. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Ça veut dire que les banques s'étaient amusées à créer des produits AAA avec de la dette pas bien, sans grossièreté chez les rois, avec des mauvais placements financiers, avec des trucs extrêmement spéculatifs et extrêmement volatiles, mis avec des emprunts bancaires ou des emprunts immobiliers d'Américains notamment. On en faisait une jolie pâte à modeler, et derrière on en faisait un triple A pour dire c'est risk off. Ok, vous avez compris l'idée. Bon, en fait, c'était pas du tout un risk-off, hein, c'était une dynamite, et le marché l'a bien pressé, cette dynamite, en 2008. Jolie crise et joli crack. On s'en est remis, bien évidemment, on s'en est remis. On s'en est remis de la bulle de .com, bien évidemment qu'on s'en est remis de la bulle de .com. On continue. Black Swan. Aïe. Bon, généralement, quand le marché se fait surprendre, il faut pas très très longtemps pour revenir à des précédents niveaux. Et effectivement, il nous a pas fallu très longtemps. Il nous a fallu, pour revenir sur un point bas ici, il nous a fallu 4 mois, à peu près. 4-5 mois. Sur le Bitcoin, il nous a fallu 68 jours, je le rappelle, pour le coup. Ah oui, ça va beaucoup plus vite dans les cryptoactifs, dans un sens comme dans l'autre. Or, on a un problème là. On a un souci, et le souci, il est là. Bon, je vous zoome un peu, on est toujours en mensuel. On vient de clôturer un M-top sur notre S&P 500. Hors inflation, juste ici. On a bien la clôture. En somme, si je ne regardais que ça, je dirais, il faut maintenant qu'on prenne nos valises et qu'on se casse de ce marché. Voilà. C'est dommage, hein, mais en tout cas, on a une structure. Voilà. Allez là, la structure. Regardez, je vous passe en linéaire, comme ça tout le monde la voit, et on ne pourra pas dire que sur les rois du Bitcoin, on n'aura pas vu la structure. Allez, ici sous nos yeux. C'est arrivé, cette structure, plusieurs fois. Mais malheureusement, à chaque fois, c'était la bonne. Je vais regarder juste là-bas si j'en avais une ou pas. Ici, on en a une, ça a bien été rattaché. C'était en 2016. Ah, il y avait un début de crise ici en 2016. Intéressant. Ça a bien été racheté. Ah oui, c'est là, d'ailleurs, en 2015-2016, pour ceux qui se souviennent, où Apple, Google, etc., Amazon avaient perdu 25 ou 32%. Un peu du jour au lendemain, sur un espèce de crack. Un crack des
des valeurs tech. Je ne sais pas si pour ceux qui s'en souviennent, c'était ici exactement, vers 2015-2016, là, sur cette bulle-là. Également, vos bulles pas du tout, mais sur ce retracement profond. Également, on arrive quand même sur des niveaux historiquement dangereux. Voilà. On arrive donc sur un niveau dangereux juste ici, 2008, juste ici, Covid, juste ici, aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Voilà, c'est ça la bonne question. Alors, on va essayer de pas trop s'exposer sur les marchés financiers. Donc, on garde bien sûr beaucoup de cash. Et le problème de ce qui peut se passer, parce qu'en réalité, on est en train de pricer, mais la moindre news négative est déjà pricée, en fait, puisqu'on a déjà la structure. Donc, aujourd'hui, on est très nombreux à attendre un conflit irako-américain-européen. Ok, sauf que la structure, elle nous est donnée. La technique vient déjà de nous pricer, en fait, un futur conflit. Si le conflit n'y est pas, qu'est-ce qu'il y a d'autre? L'explosion de la dette américaine, l'augmentation brutale des taux, une hyperinflation aux États-Unis ou en Europe. En fait, tout ce qui peut arriver demain comme news ne fera que confirmer la technique, tout simplement. Donc, est-ce qu'on peut partir du principe qu'il n'y aura pas cette news-là et qu'on va repartir sur des chapeaux de roue? Eh bien, c'est possible qu'on reparte sur des chapeaux de roue, puisqu'au moment où on va clôturer, en fait, toute cette bougie, on va ravaler cette bougie, mais il nous faudra 2 ou 3 mois pour la ravaler maintenant, cette bougie. Il faudra une jolie culture en mensuel. Lorsqu'on viendra à clôturer au-dessus de cette ligne de coût des 0,22 sur le S&P 500 hors inflation, à ce moment-là, on dira « Ok, pas de problème, on peut y aller, on repart dans la stratosphère. » Je m'enlève de là. En somme, si on fait un nouvel ATH, on pourra dire bah, « Pourquoi pas de repartir dans la stratosphère ?» C'est à peu près ce que je suis en train de vous dire. Maintenant, au moins, plus personne n'est pas au courant, en tout cas chez les rois qui regardent ces vidéos au quotidien. La structure nous a été donnée. Elle nous a été donnée 3 fois dans le passé. Et 3 fois, on s'est mangé un moins 60% ou un moins 50% dans les dents. Au moins, on est prévenu. Bien évidemment, Bitcoin n'avait pas vécu ça à l'époque. Pourquoi? Parce qu'en 2015, il n'y avait pas grand historique en fait sur le Bitcoin. Okay, je le reprends. Qu'est-ce qui s'était passé en 2015 ou en 2008? Enfin, 2008, ça n'existait pas. Mais, d'ailleurs, si, je dis une bêtise, on était en train de presser une grosse reconsolidation, mais on était en train de réaccumuler. Ah, c'est intéressant ça, on était en train de réaccumuler en 2015 avant de faire un énorme rallye. Est-ce que c'est pas éventuellement ce qu'on va faire ici? D'accord, une énorme réaccumulation derrière pour un énorme range pour repartir vers le nord. Donc, on n'investit pas dans ce que l'on croit, on investit dans ce que l'on voit, et ce qu'on voit au niveau du S&P 500, eh ben, c'est que c'est pas gagné, tout simplement. C'est même pas bon du tout. Donc, il faudrait être extrêmement vigilant. En mensuel, sur le Nasdaq, on est plutôt sur un VTOP ici. Les VTOP sont menés à être retestés. Même si on a une structure en weekly, il n'y a aucun problème. Et qu'on est où? Comme ça, je vous le dis. Nous sommes dans une énorme zone de rechargement de vente logique d'un précédent bulle des dot-com qui s'était passé sur le Nasdaq, juste là, pile sur nos 0,618. Ok. En somme, ici, le monde vous explique au niveau de la technique, prenez vos profits et barrez-vous. C'est ça. Ou sécuriser fortement vos gains. C'est un peu ça pour ceux qui étaient là depuis plusieurs années. Voilà. Parce que, en réalité, quand on regarde cette charte-là, c'est super difficile d'acheter ici. Et si vous achetez ici sur un magnifique W en mensuel, je suis toujours en mensuel, regardez bien, on vient se faire éclater pendant la crise de 2008. On repart sur un V-bottom ici. Les V-bottom sont être retestés. Or, il n'a jamais été retesté. Et on continue à monter, et on continue à monter, et on continue à monter, et continue à monter, on continue à monter, on continue à monter. Par contre, maintenant, nous sommes dans une zone de rechargement de vente logique. Même si on est sur le Nasdaq hors inflation, donc j'ai enlevé l'impression monétaire, bah malheureusement, je vous le redis, et je vous l'ai très souvent dit, si Bitcoin vient dans les prochaines semaines sur un excès de zèle, exactement dans une zone de rechargement de vente logique au minimum sur nos 0,618 à 55 200 $, évidemment, que je prendrai un énorme take profit sur énormément d'altcoins qui sont déjà positionnés et que j'espère vont superformer le Bitcoin, mais je prendrai un short pour hedger ma position. Un tuto arrivera prochainement dans ce sens. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. On s'arrête là-dessus. Peut-être que je vous ai donné une piste de réflexion. Faites vos recherches de votre côté par rapport à cette fameuse structure de marché sur le S&P hors inflation, sur un M-top mensuel qui, pour moi, malheureusement est confirmé. Voilà, à prendre ou à laisser, billet psychologique ou de confirmation, à vous de voir. Et on se retrouve sur le Discord pour ceux qui veulent. À très bientôt dans les rois du Bitcoin. Ciao.